tragically have died as a result of these heinous crimes. I very much hope that it will encourage all of us. Les grilles du palais de Buckingham avaient rarement semblé aussi lourdes, et pourtant, en ce matin de fin juin, elles pesaient lourd sur elles. Le soleil se levait doucement sur Londres, les oiseaux sillonnèrent le ciel clair, et les gardes changèrent de poste avec une précision routinière. Mais dans les appartements privés du roi, la sérénité s'estompait. Un dossier simple et fin a déclenché une réaction en chaîne qu'aucune proclamation ne pouvait arrêter. Ces pages contenaient des photographies de haute qualité datées avec soin entre le 11 et le 13 mai. Elles montraient de Camilla en privé dans un domaine de Windsor, non pas seule comme le croyait le palais, mais avec Edward Langley, un employé royal de confiance dont la loyauté n'avait jamais été mise en doute. Ces images ne montraient pas des collègues partageant leur travail. Elles révélaient des verres de vin, une intimité feutrée et une proximité impossible à expliquer par l'innocence. Le roi Charles était assis son thé refroidissant à la main, le regard fixé sur ce qui semblait irréel. Dans le silence de la pièce, il ressentait à la fois fureur et incrédulité. Il avait enduré des décennies de jugement public, reconstruit une image fragile et porté la couronne avec dignité, et pourtant la preuve d'une trahison se trouvait entre les murs censés protéger sa confiance. Fait important, les photographies ne provenaient pas de tabloïds ou de paparazzi, mais de la discrète division de sécurité du palais. La surveillance interne confirmait les déplacements, les dates et les archives. Le voyage de l'Anglais concordait parfaitement. Les preuves étaient cliniques irréfutables et ne laissaient aucune place au déni. Ce qui aggravait encore la blessure fut une découverte parallèle, l'accès de Camilla au coffre des héritages royaux fin avril. Les registres indiquaient son entrée avec un code de contournement longtemps considéré comme inactif. Lors d'une de ses visites, une malle avait quitté le palais mais n'était jamais revenue. À l'intérieur se trouvaient des objets trop précieux pour être monnayés. Parmi eux se trouvaient les boucles d'oreilles chenilles de Diana et le collier ras du cou Spencer, des objets patrimoniaux estimés à des centaines de milliers d'euros, mais considérés comme des symboles inestimables de mémoire et de continuité. Ils étaient destinés à la génération suivante et non à un usage privé. Les archives du palais et les images de sécurité ont localisé la voiture de Camilla près de la zone de chargement le jour même, immobilisée pendant près d'une heure. Dès cet instant, Charles comprit que l'affaire dépassait la simple déloyauté pour devenir une question d'héritage. La notion de trahison par un consort n'est pas nouvelle dans l'histoire royale, mais en ce siècle de transparence et d'immédiateté médiatique, ses conséquences sont plus graves. Les analystes britanniques m'ont souvent souligné que la monarchie survit non seulement grâce aux rituels, mais aussi grâce à la confiance durable. Une perte d'intégrité personnelle au plus haut niveau risque d'éroder la confiance du public dans l'institution elle-même. De récents sondages réalisés par des médias réputés comme YouGov soulignent la rapidité avec laquelle les codes de popularité fluctuent lorsque des scandales entrent en conflit avec des symboles chers comme la mémoire de Diana. Parallèlement, la presse européenne de Berlin à Paris a comparé l'événement à des crises constitutionnelles antérieures, soulignant que la couronne doit être protégée non seulement des turbulences politiques extérieures, mais aussi des implosions intimes. Pour Charles, l'affaire devint insupportable lorsque les enquêteurs remontèrent la malle disparue jusqu'à la suite de Windsor, où Camilla et l'Anglais avaient séjourné. Un véhicule la livra, puis elle disparut sans jamais être enregistrée. Il n'y avait ni rapport, ni signature, ni papier. Plus tard, l'examen de la tablette sécurisée de Camilla révéla non seulement des messages affectueux, mais aussi des phrases évoquant sa propriété et son désir de liberté. Il ne s'agissait pas d'une simple amitié. C'était un plan combinant indiscrétion personnelle et vol discret de trésors. Pour le roi, cela ressemblait à un vol déguisé en romantisme. Le soir du 1er juillet, il se prépara à une confrontation, non pas en élevant la voix, mais avec une détermination solennelle. Il convoqua Camilla dans la salle bleue, l'espace même qui avait accueilli dignitaires et premiers ministres. Le personnel fut congédié les portes closes, le silence s'installa. Il déposa les dossiers sur la table un par un, photographies, registres de coffre-fort, documents de transport, rapports de gémologues. Il posa une question unique qui s'éleva à l'unisson: qui est-il ? Sa réponse hésita. Les explications sur les retraites, les connaissances et les devoirs parlementaires sonnèrent les creux face à des documents irréfutables. Son teint pâlit, sa voix trembla et le vide entre eux se creusa jusqu'à devenir un gouffre infranchissable. La confrontation n'était pas théâtrale mais dévastatrice. Charles lui rappela que la monarchie n'appartenait à aucun d'eux individuellement. Elle représentait la continuité du règne de sa mère et la mémoire de Diana, tous deux sacrés aux yeux du public. Lorsqu'il fit référence aux boucles d'oreilles portées pour la dernière fois par Diana à l'Opéra de Londres en 1986, le symbolisme étouffa toute défense. Quelques jours plus tard, lorsque ces mêmes boucles d'oreilles apparurent sur Laura Lopes lors d'un déjeuner privé, le soupçon se transforma en confirmation. Catherine, avec un calme absolu, commanda le catalogue des bijoux de famille et en quelques minutes associa les perles au cadeau de Diana du Qatar. L'expertise confirma l'authenticité.
Cette révélation alluma une étincelle qui allait bientôt enflammer la monarchie tout entière. Les médias modernes ont veillé à ce que le scandale ne reste pas confiné à l'intérieur du palais. En juillet, des médias britanniques de la BBC au Times ont rendu compte de la crise grandissante. Des chaînes internationales comme CNN et Deutsche Welle l'ont inscrite dans un débat plus large sur la transparence et la responsabilité. Des analystes ont établi des parallèles avec les scandales politiques contemporains, soulignant que les institutions d'aujourd'hui ne peuvent survivre au secret. Même la rédaction du Guardian a soulevé la question de savoir si un consort royal devait conserver ses privilèges après des abus de confiance manifestes. Les réseaux sociaux ont amplifié la fureur. Des hashtags dénonçant la trahison se sont répandus sur tous les continents, rappelant au palais que les affaires privées étaient devenues publiques. Ce qui émergea à cette époque ne fut pas seulement des rumeurs sur une liaison, mais l'effondrement de la crédibilité d'une femme autrefois perçue comme une partenaire stabilisatrice. Pour Charles, la douleur fut amplifiée par le souvenir des avertissements de Diana autrefois ignorés qui résonnaient désormais avec une douloureuse précision. Dès la première semaine de juillet, il résolut de priver Camilla de l'accès au coffre et au conseil. Il n'y aurait pas de déclaration télévisée, seulement des ordres discrets exécutés avec précision. Pourtant, dans ce silence, l'ampleur du changement était plus forte que n'importe quel décret public. Le premier acte de ce drame en cours montrait une monarchie ébranlée non par des ennemis extérieurs mais par une trahison intérieure. Il soulevait des questions de loyauté, de savoir si des choix personnels pouvaient mettre en péril un héritage millénaire et si le pardon public était possible lorsque des symboles comme les bijoux de Diana étaient de malmenés. Les portes du palais s'étaient fermées sur Camilla ce matin-là, clôturant avec elle un chapitre de confiance fragile. Le monde observait non par simple curiosité, mais parce que l'histoire elle-même semblait trembler dans ses couloirs. La révélation de la disparition d'objets de famille aggravait la tempête au palais de Buckingham, transformant le récit d'un scandale chuchoté en une question constitutionnelle. Ce qui avait commencé avec des photographies de Camilla et Édouard l'Anglais s'était transformé en une affaire impliquant un vol d'histoire, des objets liés à Diana et une violation flagrante de la confiance royale. Le 22 avril, Camilla pénétra dans le coffre royal grâce à un code de contournement qui aurait dû être désactivé plus de 10 ans auparavant. Elle transportait une malle à l'intérieur, mais celle-ci ne réapparut jamais. Quelques jours plus tard, elle refit surface près du domaine de Windsor pour disparaître dans l'oubli. Les enquêteurs documentèrent minutieusement la séquence retraçant les journaux de bord, les heures d'accès et les images de sécurité interne. Rien ne pouvait dissimuler la disparition définitive de 2 objets destinés à l'héritage de la princesse Charlotte, en l'an 2043. Le premier était le collier ras du cou Spencer, conçu au XIXe siècle et porté par Diana lors de nombreux événements emblématiques. Le second était la paire de boucles d'oreilles en perles offerte par le Qatar en 1986. Leur valeur monétaire atteignait des centaines de milliers d'euros, mais leur valeur symbolique était incommensurable. Elle représentait l'héritage de Diana, son lien indéfectible avec la monarchie et les promesses faites aux générations futures. Pour le roi Charles, cette perte était plus qu'un coup dur financier. C'était comme si le cœur de l'héritage familial avait été volé alors qu'il respirait encore. Il étudia les rapports tard dans la nuit, les yeux fixés sur l'écrin de velours vide où reposait autrefois le collier. Début juillet, le déjeuner privé célébrant l'événement caritatif de la princesse Charlotte fut le théâtre d'une révélation inattendue. Catherine, vêtue d'une robe autrefois portée par Diana, reconnut immédiatement le scintillement des boucles d'oreilles disparues de Laura Lopin. L'instant fut discret, mais bouleversant. Sans élever la voix, elle demanda le catalogue des objets de famille royale et compara les perles à des images d'archives. Quelques minutes plus tard, la confirmation arriva, elles étaient authentiques. Les pièces avaient été retirées du coffre porté en public par une personne sans droit héréditaire. Cette découverte attisa les tensions non seulement au palais, mais aussi dans la sphère publique. La détermination discrète de Catherine témoignait de plus qu'une simple élégance. Elle témoignait de sa détermination à protéger l'héritage de Diana et à assurer l'avenir de sa fille. Lorsque Charles apprit la nouvelle, il convoqua une réunion à huis clos avec William Catherine Anne et un conseiller principal. Dossiers et rapports furent déposés sur la table comme des preuves dans une salle d'audience. L'atmosphère était austère. La princesse Anne, connue pour son sang-froid, tremblait de colère. Elle constatait non seulement un vol, mais aussi une exploitation du chagrin et un mépris pour la mémoire de leur mère. William resta longtemps silencieux, l'expression indéchiffrable, avant de reconnaître l'ampleur de la trahison. Catherine prépara un nouvel inventaire du coffre-fort afin d'éviter de nouvelles pertes. À cette table, Charles émit 5 ordres, mettant fin de facto au rôle de Camilla au sein de la monarchie. L'accès fut révoqué, les gardes du corps retirés, les codes du coffre-fort modifiés, les fonctions cérémonielles supprimées et les communications réaffectées.
Ce n'était pas un renvoi public, mais au sein de la famille, il était définitif. Hors des murs du palais, des informations commencèrent à filtrer. Le Times publia en première page des photos de Camilla avec Edward Langley et des relevés détaillés d'entrées non autorisées dans les coffres. Les réseaux sociaux explosèrent en quelques heures. Une vidéo virale comparant l'apparence de Laura à celle de Diana rassembla des millions de vues. Des hashtags qualifiant Camilla de traîtresse s'accumulèrent dans les fils d'actualité à travers l'Europe et l'Amérique. En 2 jours, sa cote de popularité s'effondra à son plus bas niveau depuis son entrée dans la famille royale. Pendant ce temps, la popularité de Catherine explosa les sondages montrant que plus de 80% des personnes interrogées étaient favorables à ce qu'elle assume de plus grandes responsabilités. Le contraste entre déclin et ascension n'aurait pas pu être plus saisissant. Les commentaires internationaux n'ont fait qu'amplifier le choc. Reuters a publié des analyses s'interrogeant sur la manière dont la monarchie allait recouvrer sa crédibilité après de telles révélations. La BBC a interrompu sa programmation habituelle pour un reportage spécial intitulé « La reine qui a franchi la ligne ». Des journaux allemands comme Die Welt et Frankfurter Allgemeine Zeitung ont présenté le scandale comme la preuve que les institutions modernes doivent tenir même la royauté responsable. Les analystes d'Al Jazeera ont comparé les événements aux crises dynastiques passées en Europe, soulignant comment les choix personnels des époux avaient ébranlé des réputations et modifié le cours des monarchies. La famille royale s'est retrouvée non seulement au cœur d'un scandale national, mais aussi sous le feu des projecteurs internationaux. Charles privilégia le silence plutôt que le spectacle. Dans son bureau, il écrivit à ses conseillers de confiance une note expliquant que l'histoire comptait plus que tout individu et que la monarchie ne devait pas céder aux sentiments au détriment du devoir. Lors de conversations privées, il admit que cette trahison avait touché les souvenirs de sa mère et de Diana, deux femmes qui avaient soutenu la monarchie dans les moments difficiles. Cette réflexion répétée à voix basse parmi le personnel expliqua sa rapidité d'action. Il ne pouvait laisser l'institution s'effondrer sous le poids d'une indiscrétion personnelle. Les retombées ont également suscité un débat plus large. Le titre de reine consort devait-il être entièrement retiré en cas de perte de confiance? Les biens de famille devaient-ils être placés sous tutelle indépendante plutôt que sous la discrétion de la famille? Des universitaires de l'University College London ont suggéré de nouvelles directives constitutionnelles pour la gestion des biens royaux, tandis que des éditoriaux du Guardian exigeaient une plus grande transparence des finances royales. Partout en Grande-Bretagne, le débat est passé des ragots à la gouvernance. Les citoyens ne se demandaient plus seulement ce que Camilla avait fait, mais quelles garanties existaient pour éviter que cela ne se reproduise. Ainsi, le scandale a transcendé les drames personnels. Il est devenu un test pour la monarchie au XXIe siècle, dans un monde où les réseaux sociaux révèlent instantanément les secrets et où le respect des institutions repose sur la responsabilité. La confrontation dans la Chambre bleue a non seulement révélé une trahison, mais a aussi forcé la couronne à prendre conscience de ses propres vulnérabilités. Alors que les portes du palais de Buckingham restaient fermées, à Camilla, elles se sont rouvertes symboliquement à une nouvelle figure de confiance. Catherine est apparue comme le visage de la continuité, de la résilience et de la dignité. Le peuple s'est rallié à elle car elle ressemblait moins à une consort qu'à la gardienne d'un héritage autrefois presque perdu. La Chambre bleue est restée gravée dans les mémoires comme le lieu où les griefs privés se sont transformés en jugements institutionnels. Ce soir de juillet, Camilla y entra, s'attendant à une conversation personnelle, mais se retrouva face à un tribunal silencieux où chaque dossier, chaque photographie, chaque journal de bord pesait le poids des siècles. Charles, bien que calme, rayonnait de l'autorité d'un roi confronté non seulement à une trahison, mais aussi à une menace existentielle pour la crédibilité de la monarchie. Il déposa les dossiers un par un sur la table polie, chacun révélant une couche de preuves différente des photos de surveillance de Windsor, les registres d'accès au coffre-fort, les journaux de bord horodatés et les rapports détaillés des gémologues. Les preuves formaient une chaîne trop solide pour être niées. Dans ce silence, il devint clair que cette affaire n'était pas une indiscrétion passagère, mais une machination qui touchait au trésor même de l'histoire. La réaction de Camilla, bien que étouffée, confirma la gravité des accusations. Elle pâlit, ses lèvres tremblèrent, et elle ne parvint à fournir aucune explication qui pût résister à l'examen. Les tentatives de référence à des centres de bien-être ou à d'anciennes connaissances s'avéraient vaines face aux documents révélant des codes contournés des mâles disparus et des objets de famille portés par sa fille. Pour Charles, l'affaire était déjà au-delà du pardon. Il ne s'agissait pas d'un mariage raté, mais de savoir si la mémoire de Diana et la dignité de la couronne avaient été profanées. Le symbolisme était inévitable. Les boucles d'oreilles en perles de Diana, reliques d'affection, étaient devenues la preuve d'une trahison. Ce qui a donné à la confrontation de la Chambre bleue une portée historique n'était pas l'échange en lui-même, mais ses conséquences plus larges. Quelques heures après, la rencontre des ordres furent émis qui bouleversèrent l'équilibre des pouvoirs au sein du palais. Camilla perdit l'accès au caveau, fut exclue des conseils confidentiels et son nom disparut des autorisations cérémonielles.
Ces mesures, bien que menées en silence, indiquaient que la monarchie était prête à sacrifier son propre confort pour préserver sa légitimité. À une époque où l'examen public peut éroder des siècles de tradition en quelques semaines, de telles mesures étaient essentielles. Des analystes de la BBC ont plus tard décrit la soirée de la Chambre bleue comme un tournant dans la monarchie moderne, un moment où la désillusion privée se transforma en protection institutionnelle. Le scandale s'est rapidement répandu dans la vie publique malgré les efforts du palais pour le contenir. Le 6 juillet, le Times titrait la reine Camilla dans une liaison secrète et un scandale de vol de bijoux. Des photos d'elle se promenant avec Édouard l'Anglais à Windsor étaient de publier à côté d'images d'archives de Diana, créant une comparaison visuelle saisissante qui se passait de tout commentaire. En quelques heures, les réseaux sociaux ont amplifié l'histoire. Des vidéos virales comparaient Laura Lopes portant des boucles d'oreilles en perles à des images de Diana au milieu des années 1980. Les légendes étaient d'une force émotionnelle saisissante, proclamant que l'histoire avait été volée sous nos yeux. Un seul clip a été vu plus de 5 millions de fois en moins d'une demi-journée. La colère publique fut intense et immédiate. Partout en Europe et en Amérique du Nord, les commentateurs parlèrent de la trahison, non pas comme d'une faute privée, mais comme d'une atteinte à la mémoire. Diana était devenue plus qu'une figure de l'histoire royale. Elle incarnait la compassion et la vulnérabilité dans un monde moderne. Voir ces trésors apparaître sans autorisation aux oreilles d'une personne sans statut royal était ressenti comme un effacement. Ce sentiment d'injustice alimenta des hashtags qui se répandirent sur toutes les plateformes. Reine infidèle, Diana méritait mieux, pas ma reine. La fureur ne se limita pas aux tabloïds. Même des médias respectés comme le Financial Times publièrent des éditoriaux s'interrogeant sur la capacité de la monarchie à survivre à un nouveau coup porté à sa légitimité sitôt après des années politiques tumultueuses en Grande-Bretagne. À l'intérieur du palais, l'ambiance s'assombrit. Le personnel chuchotait dans les couloirs, les portes se fermaient plus fermement et les conversations étaient teintées de secret. Les employés travaillaient tard dans la nuit à réorganiser les bureaux, à réviser les protocoles de sécurité et à préparer les plans d'urgence. La vigilance de la princesse Anne s'accrut alors qu'elle réclamait un contrôle plus strict des trésors royaux. Catherine, avec une détermination sereine, assuma la responsabilité de vérifier l'inventaire complet du coffre. Guillaume assuma de nouvelles responsabilités tandis que son père était de plus en plus fatigué par l'épreuve. Chaque ajustement reflétait une vérité plus profonde, la monarchie se réorganisait en temps réel pour survivre à la tempête. À l'échelle internationale, le scandale a alimenté des débats plus larges sur la responsabilité. En Allemagne, les journaux l'ont présenté comme la preuve que les institutions héréditaires doivent s'adapter sous peine de s'effondrer. Aux États-Unis, les chaînes de télévision ont souligné l'ironie d'une monarchie mise à mal non par la politique, mais par les choix d'un époux. Al Jazeera a replacé les événements dans le contexte de la défiance mondiale envers les élites, tandis que Reuters alliait l'affaire à des questions plus larges de transparence de la gouvernance. À Londres, des universitaires ont organisé des discussions sur la question de savoir si les héritages royaux devaient être gérés par des administrateurs indépendants plutôt que par des membres de la famille. La monarchie n'était plus protégée par la distance ou le mystère. Elle était désormais au cœur d'un débat mondial sur l'intégrité. Dès la deuxième semaine de juillet, les sondages révélèrent l'ampleur de l'opinion publique. La cote de popularité de Camilla tomba à un peu plus de 20%, son plus bas niveau depuis son entrée dans la royauté. En revanche, la popularité de Catherine grimpa à plus de 80%. Les citoyens exprimèrent leur admiration pour son sang-froid lors du déjeuner où les boucles d'oreilles furent exposées et pour son rôle dans la protection discrète du coffre. Les éditoriaux commencèrent à suggérer qu'elle représentait l'avenir de la monarchie, non seulement en tant que compagne de William, mais aussi en tant que dirigeante à part entière. Le changement fut profond, une figure tomba en disgrâce tandis qu'une autre s'éleva grâce à une force tranquille. La confrontation du Salon Bleu marqua donc plus qu'une crise intérieure. Elle remodela la trajectoire de la monarchie, révéla ses vulnérabilités et souligna la nécessité de la confiance comme fondement de la continuité. Lorsque les portes du palais se fermèrent à Camille, elles s'ouvrirent symboliquement à Catherine, qui émergea non par une déclaration mais par l'exemple. Telle fut la leçon retenue par le public. On peut attribuer des titres, mais la légitimité se mérite. La révélation du scandale à la presse a changé le cours de la monarchie presque du jour au lendemain. Ce qui avait été jusque-là gardé secret a fait la une des journaux britanniques, puis s'est retrouvé dans le débat mondial. Le Times a publié la première vague de révélations, mais quelques heures plus tard, la BBC a interrompu ses programmes pour un reportage spécial intitulé La Reine, qui a franchi la ligne. Les tabloïds ont rempli leur couverture de slogans dramatiques tels que héritage pillé et trahir Diana 2 fois. La force combinée des grands journaux et des journaux populaires créa un flot ininterrompu de couverture médiatique. Les indiscrétions privées de Camilla étaient devenues un spectacle national. Les réseaux sociaux ont amplifié l'histoire à une vitesse fulgurante. Les plateformes ont enregistré des millions d'interactions en une seule journée.
Une vidéo montrant Laura Lopes portant des boucles d'oreilles en perles à côté d'une photo de Diana à l'Opéra de Londres en 1986 s'est répandue comme une traînée de poudre. La légende « L'histoire volée sous nos yeux » a eu un profond écho. Le soir du 6 juillet, le clip avait été visionné plus de 5 millions de fois. Les hashtags condamnant Camilla ont atteint les tendances mondiales, renforçant le récit de la trahison. À l'ère du numérique, la perception devient réalité et la monarchie a été confrontée non seulement à un scandale, mais aussi à une crise de légitimité. Au palais, le personnel s'est empressé de contenir les dégâts. Des courriels ont circulé contenant des instructions urgentes pour réaffecter les tâches, verrouiller les coffres-forts et préparer les déclarations. Les bureaux ont été réaménagés et les codes de sécurité réinitialisés. L'atmosphère était tendue, marquée par des pas précipités dans les couloirs silencieux. Pourtant, les actions les plus importantes se sont déroulées à huis clos. Le roi Charles a consulté des conseillers juridiques et examiné les preuves avec ses principaux collaborateurs. La princesse Anne a fait pression pour que des réformes soient apportées au catalogage des objets de famille. Catherine a coordonné avec les archivistes pour garantir la sécurité de chaque objet lié à Diana. Chaque action démontrait que la couronne comprenait la gravité de la perte. Les sondages d'opinion publique ont reflété ce changement d'humeur. YouGov a rapporté que la cote de popularité de Camilla avait chuté à un peu plus de 20%, tandis que celle de Catherine avait grimpé à 85%. Ces chiffres révélaient non seulement un mécontentement, mais aussi un transfert de loyauté. Le public ne considérait plus Catherine comme une simple épouse dévouée. Elle était perçue comme la gardienne de l'héritage, la gardienne de la mémoire de Diana et la figure la plus digne de confiance pour guider la monarchie vers l'avenir. Les commentateurs ont comparé son ascension à des moments de l'histoire où les consorts ont transcendé leur rôle pour incarner les espoirs nationaux. Les médias internationaux ont fait écho à ce sentiment. Reuters a publié un article soulignant les actions prudentes mais décisives de Catherine pour protéger le coffre. Al Jazeera a présenté le scandale comme un symbole de la défiance mondiale envers les élites, soulignant des parallèles dans d'autres pays où des fautes personnelles ont porté atteinte aux institutions. En Allemagne, DW a couvert l'affaire en insistant sur la responsabilité publique, se demandant si la monarchie pouvait maintenir sa pertinence dans une société démocratique. L'effet cumulatif était clair, le scandale était devenu plus qu'un drame familial. Il constituait un test pour savoir si la monarchie britannique pouvait s'adapter aux normes d'intégrité du XXIe siècle. En Grande-Bretagne, les répercussions se sont aggravées. Un reportage spécial de Channel 4 a exploré l'éthique de la divulgation dans la presse, débattant de la question de savoir si la divulgation de preuves privées avait transgressé les limites de la vie privée ou remplissait un devoir public. Des juristes se sont interrogés sur la question de savoir si l'accès aux objets de famille devait être transféré à des administrateurs indépendants plutôt qu'à la discrétion royale. Des voix parlementaires, bien que prudentes, ont évoqué la nécessité de transparence dans la gestion financière et historique. Ces débats ont révélé comment le scandale avait suscité non seulement l'indignation, mais aussi des élans réformistes. Pendant ce temps, Camilla se retrouva isolée. Le personnel de Clarence House quitta discrètement la maison, son équipe de communication fut réaffectée et sa présence aux événements royaux cessa brutalement. Ses anciens alliés prirent leur distance et les maisons d'édition reportèrent s'inédit la publication de ses mémoires. Le Royal PR Consortium, qui avait façonné son image publique depuis 2005, rompit ses liens sans préavis. Même ses enfants furent scrutés à la loupe, les audits financiers s'étendant aux entreprises familiales. La consort, autrefois influente, devint une figure marquée par l'absence. La monarchie cherchait à tourner la page en recentrant son attention. Le 8 juillet, le palais de Kensington publia 2 photographies. Sur l'une, Catherine se tenait devant les portes sécurisées du coffre avec une détermination tranquille. Sur l'autre, la jeune Charlotte tenait une photo encadrée de Diana, son sourire rappelant avec douceur la continuité. Ces images se sont répandues sur Internet, cumulant plus de 30 millions de partages en 2 jours. Le hashtag héritage sécurisé la monarchie a surgi, créant un récit de résilience. Les photographies ont transmis un message plus puissant que les discours. La monarchie n'a pas été brisée, mais réparée par ceux qui ont honoré la mémoire plutôt que de l'exploiter. Ce tournant a remodelé la perception que le monde avait de la famille royale. Catherine est devenue un symbole de stabilité, un pont entre le passé et l'avenir. Ses actions ont renforcé la capacité de la monarchie à surmonter les crises grâce à son adaptation et à sa clarté morale. Charles, bien que blessé, a retrouvé des forces en sachant que les trésors de Diana étaient désormais protégés. Guillaume s'est préparé à des responsabilités plus lourdes tandis qu'Anne a établi de nouveaux protocoles pour prévenir de futures violations. Ensemble, ils ont montré que l'institution était capable d'évoluer. La tempête médiatique, bien que violente, a finalement mis en lumière la différence entre titre et légitimité. Camilla a conservé son titre cérémoniel, mais sa légitimité s'est évaporée. Catherine, sans rechercher la reconnaissance, l'a acquise par sa conduite.
La leçon était sans équivoque: à l'ère moderne, l'autorité ne se valide pas seulement par l'héritage mais par l'intégrité démontrée face au scandale. Le rôle de Catherine dans le rétablissement de la dignité de la monarchie se précisait de jour en jour. Après la tempête de gros titres et de vidéos virales, elle s'employa avec prudence mais fermeté à préserver l'essentiel, l'héritage de Diana et la confiance du peuple. Le matin du 8 juillet, elle pénétra dans le caveau royal du château de Windsor, accompagnée seulement de Lady Eleanor Moore, l'archiviste en chef. Elles travaillèrent en silence, enregistrant méthodiquement chaque objet lié à Diana. Le collier Spencer, la broche en saphir, et même les lettres manuscrites de la défunte princesse furent vérifiées, cataloguées et remises à leur place. Les systèmes de sécurité furent réinitialisés et de nouvelles serrures biométriques installées. Seules Catherine et un futur intendant de la princesse Charlotte y furent autorisés. Cet acte discret eut plus d'impact que n'importe quelle proclamation télévisée. Il rassura la nation sur le fait que les trésors de l'histoire étaient à nouveau en sécurité. Les observateurs ont décrit ce moment comme un symbole de renouveau. Les photographies publiées par le palais de Kensington ce jour-là racontèrent l'histoire avec plus d'éloquence que des mots. L'une d'elles montrait Catherine devant les portes du coffre calme et résolu. Une autre représentait la jeune Charlotte tenant une photo encadrée de sa grand-mère. Ces images se sont répandues sur les plateformes numériques, touchant des dizaines de millions de visiteurs en quelques heures seulement. Le hashtag héritage sécurisé tendance mondiale, la monarchie a été repensée, passant du scandale à la reprise. Les sondages d'opinion ont révélé un soutien massif à Catherine, plus de 70% des personnes interrogées déclarant qu'elle devrait jouer un rôle de premier plan dans les affaires royales. Le scandale avait également ravivé de vieilles blessures. La résurgence du tristement célèbre enregistrement téléphonique de 1993 rappela les origines de la méfiance. Ce qui avait été autrefois considéré comme des ragots revint avec un poids nouveau, renforçant le récit de la trahison. Des lanceurs d'alerte de Clarence House révélèrent des irrégularités lors de précédentes visites du caveau, révélant comment des objets de famille avaient discrètement disparu par le passé. Des enquêtes révélèrent que des broches victoriennes et des boutons de manchette géorgiens avaient été vendus aux enchères à Genève sous de fausses identités en 2022. Il ne s'agissait pas d'erreurs isolées mais de comportements dissimulés par le charme et l'influence. De telles révélations ébranlèrent ce qui restait de crédibilité à Camilla. L'effondrement s'est étendu au-delà du palais. Les éditeurs ont retardé la publication de ses mémoires tant attendues. Des assistants de longue date ont démissionné, refusant d'être associés à son nom. Même des membres de sa famille se sont retirés de la vie publique face à l'intensification de la surveillance. Le site web royal a discrètement supprimé son profil le 12 juillet, retirant son image des pages officielles. Cette suppression silencieuse en dit long. Elle n'a pas été simplement mise à l'écart, mais effacée du récit de la couronne. Cela a marqué la chute définitive d'une figure autrefois considérée comme reine consort. Pendant ce temps, l'influence de Catherine continuait de croître non par des discours, mais par des actes. Le 13 juillet, elle visita une modeste œuvre caritative à Oxford avec la princesse Charlotte. Leur arrivée se fit sans cérémonie. Vêtues simplement, elles s'assirent avec des enfants, lurent des livres à voix haute et échangèrent des sourires qui résonnèrent plus fort que n'importe quel discours officiel. Des photos de Catherine penchée sur l'épaule d'un enfant Charlotte à ses côtés rassemblèrent 40 millions de vues en une seule journée. La simplicité du moment contrastait avec la décadence du scandale, offrant au public une image d'humilité et de continuité. Les grands journaux changèrent de ton en conséquence. Les gros titres célébrèrent désormais Catherine comme Kate la Grande a déclaré que la monarchie était à nouveau sûre. Les commentateurs étrangers ont fait écho à ce sentiment. Les radiodiffuseurs allemands ont comparé Catherine à Diana, la décrivant comme une héritière moderne de la compassion et de la force tranquille. Les médias français et américains ont suggéré qu'elle était passée du statut de consort à celui de symbole de la réconciliation nationale. Les analystes ont noté qu'elle se comportait non pas comme une personne en quête de pouvoir, mais comme une personne accomplissant son devoir, ce qui lui conférait une authenticité profondément marquante. À une époque où l'authenticité était monnaie courante, son prestige était inégalé. Au sein du palais, les réformes s'ensuivirent rapidement. La princesse Anne prit en charge la gestion des héritages, veillant à ce que chaque objet soit suivi selon les normes d'archivage modernes. Guillaume accepta des tâches cérémonielles plus lourdes en préparation à sa future royauté. Charles, bien que visiblement las, approuva ces changements, conscient que l'adaptation était la seule voie de survie. Derrière les murs de Buckingham, la monarchie ne reculait pas, mais se reconstruisait tranquillement. La structure était renforcée, simplifiée et plus transparente, reconnaissance implicite de l'échec des anciennes méthodes. Pour Camilla, le déclin fut total. Démise de ses fonctions, abandonnée par ses alliés et effacée de l'histoire, elle se retira dans la solitude à Raymil House. Les rapports la décrivaient comme repliée sur elle-même, rideau tiré et silence remplaçant sa vie autrefois trépidante de réception et de voyage.
Ces enfants furent confrontés à des enquêtes financières, leurs entreprises passées au crible et leurs comptes gelés. La famille autrefois proche du trône était désormais associée à la tromperie et à l'effondrement. Son nom devint synonyme de trahison, un récit édifiant gravé dans l'histoire royale moderne. Alors que la Grande-Bretagne se tournait vers Catherine et Charlotte, l'histoire passa du scandale au renouveau. La monarchie, si souvent accusée d'archaïsme, avait démontré sa capacité à protéger son essence en élevant des personnalités incarnant la sincérité et la résilience. Catherine n'avait pas sollicité ce rôle, mais en assurant l'héritage de Diana, elle hérita de la confiance d'une nation. Cette confiance ne se gagne ni ne se défait facilement. Elle constitue le fondement sur lequel repose désormais la future couronne. Les conséquences de la chute de Camilla se déroulèrent avec une rapidité et une irrévocabilité remarquables. Au matin du 7 juillet, le roi Charles convoqua son secrétaire particulier et signa une directive la privant de tout rôle significatif au sein de la maison royale. Pas de trompette, pas de discours, pas de cérémonie publique. Ce fut un acte discret, mais résolu, elle fut écartée des conseils, son nom effacé des programmes royaux et l'accès au coffre-fort lui fut interdit. Les systèmes de sécurité furent modifiés, les serrures biométriques réinitialisées et son personnel congédié discrètement. Le soir, une voiture noire la transporta à Raymill House dans le Wiltshire non plus en tant que reine consort de Grande-Bretagne, mais en tant que figure en exil. La monarchie avait tourné la page non pas par la pompe mais par le silence. Durant les jours qui suivirent son départ, la presse documenta son isolement. Les rideaux restèrent tirés, les visiteurs se firent rares et sa résidence autrefois animée semblait résonner d'absence. Même ses enfants lui rendirent de brièvement visite avant de quitter la maison par une sortie latérale pour échapper aux regards. D'anciens alliés dans l'édition et les relations publiques coupèrent les ponts. Les mémoires, qui devaient redéfinir son histoire, furent mises au placard pour une durée indéterminée. Le Royal PR Consortium, qui avait soigné son image pendant 2 décennies, mit fin à ces relations. Chaque décision renforçait le sentiment qu'elle était devenue intouchable, une ombre effacée de l'institution où elle était entrée triomphalement. À Buckingham Palace, le ton s'orienta vers le rétablissement. Charles, bien que accablé par le chagrin, agit avec détermination pour préserver l'institution. Dans ses lettres privées à ses conseillers, il insistait sur la responsabilité, la permanence de l'histoire et la nécessité de veiller à ce qu'aucun individu ne vienne ternir l'intégrité de la monarchie. À côté de son bureau, les portraits de la reine Élisabeth II et de la princesse Diana se dressaient, témoins silencieux de ses choix. Catherine devint un élément central de ce renouveau. Sa gestion rigoureuse de la collection de Diana, sa présence sereine lors des engagements publics et sa capacité à inspirer le respect sans l'exiger lui conférèrent une influence sans précédent. Les sondages reflétaient ce changement avec un soutien massif à son leadership. Le grand public a commencé à percevoir la crise non pas comme une fin, mais comme une renaissance. Les journaux qui autrefois couvrirent les scandales ont désormais publié des articles célébrant le rôle de Catherine dans la préservation de la dignité. Des documentaires ont contrasté la compassion de Diana avec la force moderne de Catherine, suggérant une continuité plutôt qu'un remplacement. Les commentaires internationaux ont souligné la rapidité d'adaptation de la monarchie britannique. La BBC a parlé d'une couronne éprouvée et endurcie. Reuters a décrit la chute de Camilla comme la purification nécessaire d'une institution longtemps critiquée pour son secret. Al Jazeera l'a placée dans le cadre des débats mondiaux sur la transparence et la responsabilité. En Allemagne, des éditoriaux ont cité Catherine comme la preuve que le renouveau est possible même au sein des systèmes héréditaires. Au sein du palais, des réformes structurelles prirent racine. La princesse Anne formalisa un nouveau protocole de gestion des héritages, garantissant que chaque artefact soit suivi par des archivistes indépendants. Guillaume accepta de nouvelles responsabilités cérémonielles en préparation de son futur rôle, une transition accélérée par les troubles. Le personnel fut formé aux pratiques de sécurité modernes et des comités de surveillance furent créés pour empêcher les accès non autorisés. Ces changements, bien que bureaucratiques, revêtaient une portée symbolique. Ils démontrèrent que la monarchie avait tiré les leçons des scandales et choisi d'évoluer plutôt que de reculer. Entre-temps, l'effacement de Camilla devint total. Son profil disparut du site officiel, son nom effacé des documents, sa présence absente des cérémonies. La nation qui la tolérait autrefois considérait désormais son histoire comme un avertissement, l'ambition à céder la place à la trahison. Dans la mémoire collective, elle était moins une reine consort qu'une figure de l'effondrement. La monarchie, cependant, puisa sa force dans la résilience. L'attention se porta alors sur Catherine et Charlotte, dont les apparitions dans des lieux modestes véhiculaient humilité et continuité. Une simple photo de mère et fille lors d'une soirée caritative devint l'image qui remplaça le scandale par l'espoir. À la mi-juillet, les sondages révélaient un désir irrésistible de voir Catherine reconnue officiellement à part entière.
Plus de 70% des personnes interrogées se sont déclarées favorables à son couronnement en tant que future reine choisie non seulement par sa lignée mais aussi par son mérite. Les universitaires débattaient des implications constitutionnelles tandis que les commentateurs suggéraient que la monarchie avait découvert une nouvelle formule de survie, une légitimité ancrée dans l'intégrité. La chute de Camilla n'avait pas affaibli la couronne. Elle avait clarifié les exigences du public et ce que l'institution devait incarner pour perdurer au XXIe siècle. À mesure que la Grande-Bretagne progressait, la leçon était claire. Les titres seuls ne suffisent pas à garantir la légitimité. La confiance, l'intégrité et le respect sont les maîtres mots de la monarchie moderne. L'ascension de Catherine a illustré que la force tranquille peut restaurer la foi même lorsque la trahison menace de l'effondrer. L'exil de Camille a montré le prix à payer pour ignorer l'histoire et instrumentaliser la mémoire. La transformation d'une institution repose sur l'équilibre de ces deux figures. L'histoire, commencée par un mince dossier et une série de photographies, s'est achevée par la reconstruction silencieuse d'une monarchie. Les portes du palais de Buckingham s'étaient refermées sur Camilla, mais elles s'ouvraient sur un nouveau chapitre mené par des personnalités soucieuses de protéger la mémoire, la dignité et l'avenir. Ce scandale restera dans l'histoire comme le moment où la confiance a été rompue, mais aussi comme le moment où le renouveau a commencé.